Bonjour, il est l'heure de nous retrouver autour d'un bon livre. C'est Des mots et débats, l'émission qui donne la parole aux auteurs francophones. Alors l'invitée du jour, elle est juriste, engagée dans la défense des droits de l'homme et spécifiquement ceux des femmes. Vient de paraître son premier ouvrage, c'est un récit, Une poule sur un mur. Je vous présente Julie Dénès. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Julie? Ça va très bien, merci. En tout cas, merci d'honorer notre invitation. Alors, le titre de votre livre, je rappelle, c'est Une poule sur un mur, voilà, aux éditions Michalon. Je vous propose d'ouvrir tout de suite la première partie de l'émission, Au fil des pages. Une poule sur un mur, alors c'est l'histoire d'Ève, qui a 22 ans, elle est étudiante en droit. Elle est mal dans sa peau. Au début, on sent qu'elle manque de confiance, voilà, en elle. Elle est très timide. D'ailleurs, vous le soulignez très bien, sa timidité, et puis aussi son manque de confiance. Dès les premières pages de votre ouvrage, est-ce que c'est pour indiquer aux téléspectateurs, voici ce genre de fille qu'il faut plutôt protéger qu'agresser? Complètement. Enfin, c'est une jeune femme qui est aussi un côté très fort. C'est ça qui est compliqué. Et elle cache ce manque de confiance en elle et sa timidité par autre chose. Donc, on ne va pas forcément le voir, toutes ces choses-là. Il faut vraiment bien la connaître. Et généralement, c'est quelque chose qu'on ne montre pas. Oui. Donc, oui, il faut la protéger, mais comme n'importe quelle femme, finalement. Puis un jour, un grand métis avec un, comme vous le dites dans le livre, léger accent guadeloupéen, accoste Ève. Et là, il prend son numéro de téléphone. Il lui promet de l'appeler dans la soirée et elle attend son appel. Elle attend son appel. Et déjà, dès le premier appel, on sent que Ève est mordue de ce jeune garçon qui s'appelle Eric. Puis ensuite vient le premier encart. Mais c'est étonnant parce que malgré... il arrive toujours en retard lors des rendez-vous. Elle attend toujours qu'il l'appelle. Pourquoi ne se dit-elle pas, bon, bah, c'est un mec peut-être qui n'est pas très sérieux? Je crois que Ève, à la base, elle n'a pas de normes. Elle sait pas. Elle ne sait pas ce que c'est une relation déjà. Elle n'a pas eu de relation vraiment sérieuse. Elle n'a pas vraiment connu l'amour avec un grand A. Et là, elle a quelqu'un en face d'elle qui représente ce qu'elle croit être bon pour elle. Il a vraiment tout. C'est un homme qui est posé, qui est plus âgé et qui lui offre ce qu'elle veut, ce dont elle rêve et que personne ne lui a offert avant. Attendre, finalement, c'est pas très grave parce qu'il lui dit qu'il est très occupé, il enregistre et effectivement, cette vie d'artiste a quelque chose d'un peu de bohème. Oui. Voilà. Donc, on n'est pas... voilà. Qu'elle attende, c'est pas très grave, finalement. Voilà, elle Tant qu'il tolère. vient, Oui. c'est pas très grave. Et c'est étonnant parce que lorsqu'il y aura un moment ces rencarts, on a l'impression, ou même ces appels, parce que là, les téléspectateurs pensent que c'est un appel au bout de 15 minutes. Non, c'est parfois des semaines de silence. Il dit oui, je t'appelle Love Babe, mais il ne l'appelle jamais dans la journée. C'est vraiment une semaine comme s'il se réveillait pour rappeler Ève. Et c'est marrant parce qu'elle subit, elle ne bougonne pas. C'est ce qu'on ressent. Elle tolère, elle est patiente avec lui. Oui. Et puis, il utilise un terme, alors, tout le temps, c'est je t'appelle plus tard. Oui. Tout le temps, plus tard. Alors, pour elle, plus tard, c'est dans la journée, comme Oui. n'importe qui, plus tard. Bon. Et donc, elle attend ce plus tard, mais elle ne sait pas quelle est cette notion de temps de plus tard. Il utilise vraiment, vraiment beaucoup. Et puis, elle n'a pas envie qu'il parte. Voilà. Elle est vraiment déjà très, très mordue. Elle connaît personne en plus, donc c'est la personne qui va lui faire découvrir l'environnement, la ville. Donc tout ça, voilà, c'est des choses qui la perturbent pas plus que ça, finalement. Ève a pourtant donc une rencontre. On sent même ses camarades de fac, Fanny et Aurélie, s'aperçoivent que Ève a un peu la tête en l'air, qu'elle n'est pas présente. Il y a quelque chose qui la perturbe. Pourquoi n'arrive-t-elle pas à se délivrer, à parler, à se confier? Parce que, encore une fois, Ève, elle cache. C'est pas qu'elle cache, c'est que c'est pas quelqu'un qui se livre. Voilà. Et il faut vraiment qu'elle ait une grande confiance en la personne qui est en face pour lui dire les choses. Or, les personnes qu'elle côtoie, qui sont dans son environnement immédiat, elle vient de les rencontrer. Donc, elle ne raconte pas. Elle écoute beaucoup les autres. Elle parle beaucoup aussi, mais ne raconte finalement quasiment rien d'elle. Oui. Voilà. Donc, personne ne sait ce qui se trame. Tant que la relation n'est pas sérieuse, elle n'en parle pas non plus, c'est par principe. Parce que, voilà, il n'y a pas d'intérêt. Donc, pour l'instant, elle est dans cette phase-là.
de la relation avec lui et avec les autres autour. Donc elle regarde cette évolution, Ève, et puis voilà, un soir, il dit tiens, je vais passer, prenons un petit repas chez toi, donc dans le studio d'étudiante, elle, et bien sûr, il y a une sorte d'affinité, d'attirance, et il va se produire une sorte de relation sexuelle plutôt non consentie. Plutôt non consentie, effectivement. C'est un peu parce qu'elle subit, elle lui dit non, parce qu'il n'a pas ce qu'il faut, et qu'aujourd'hui, c'est quand même l'essentiel, c'est la base. Oui. Donc elle lui dit non, mais lui force, lui a envie, donc c'est son plaisir, ce qu'il veut avant ses désirs et le bon sens qu'elle voudrait faire passer. Donc malgré cela, cette agression, cette violence sexuelle, Ève ne dit rien à Fanny, rien à Aurélie, et elle dit « c'est de ma faute, allez, je dois accepter, je l'aime, enfin, c'est peut-être comme ça, une vie de couple. » Elle se pose des questions, voilà, parce qu'on est encore dans une société très patriarcale, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Le devoir conjugal, on a beau ne plus en parler, il est encore là. On a l'impression que la femme est là pour répondre à tous ces désirs-là. Et là, encore une fois, elle a un homme plus âgé. Elle se dit, je ne vais pas passer pour une gamine, j'aurais dû le laisser, on fera ce qu'il faut. Donc elle prend toute la responsabilité de ce qui s'est passé pour elle, effectivement. Et pourtant, elle étudie le droit pénal, elle connaît, Ève, les rouages judiciaires. Pourquoi à ce moment-là, quand il y a eu cette agression, cette violence, pourquoi n'a-t-elle pas porté plainte ? C'est la question que je me suis posée. Pourquoi elle est juriste, elle fait des études de droit. Oui, elle s'y connaît. Alors, entre la théorie et la pratique, on sait très bien qu'il y a quand même un fossé, sachant qu'elle l'a testé. Quand elle allait porter plainte pour un viol, est-ce qu'elle pensait entre guillemets un vrai viol, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas votre conjoint, votre compagnon, qui vient, qui vous agresse et qui fait passer ses envies sexuelles avant les vôtres. Et là, du coup, pour elle, finalement, c'est une relation sexuelle dans un couple, donc elle ne le qualifie pas de viol comme elle aurait pu le faire pour le viol qu'elle avait subi avant. Oui. Voilà. Parce que c'est son compagnon. Donc la notion de viol conjugal n'était pas encore aussi répandue et médiatisée qu'aujourd'hui, à cette époque-là. Ouais. Donc elle n'a pas ces clés-là encore. Et la maman, de temps en temps, donc Ève part de temps en temps à Brest pour retrouver sa famille. Et ses proches remarquent, que ce soit Fanny, Aurélie, ses camarades de fac, et puis ses parents, sa mère surtout, voient qu'elle n'est pas bien, les yeux qui commencent à devenir ternes, elle maigrit. Et elle ne se confie pas. C'est la peur de témoigner. Souvent on dit que les victimes ont peur de dire, d'être jugées. Oui, être jugée, ne pas être comprise. La honte, peur aussi de leur faire de la peine, de décevoir. Quand vous emmenez votre enfant dans une grande ville pour qu'elle fasse ses études, vous n'attendez pas à ce qu'elle tombe sur ce genre d'individu et qu'elle tombe dans ce genre de relation-là non plus. Vous dites, je ne l'ai pas élevée pour ça. Sachant que nous, Bretons, généralement, on se dit, bon, on a fort caractère. On dit, ça ne m'arrivera jamais. Donc vous avez la peur, la honte, et puis vous culpabilisez énormément. Parce que lui vous fait penser que tout ce qui se passe dans la relation est entièrement de votre faute. Donc vous dites, finalement, c'est à moi de faire quelque chose. Tout simplement. Et ça, il le fait bien comprendre. C'est-à-dire que toujours vous êtes dans l'attente, donc avec les appels. Dans l'attente, il débarque comme il veut. Il y a aussi ces violences, donc il est violent. Enfin, par exemple, lui, quand il a ses désirs sexuels, il ne vous demande pas votre avis. Et donc, c'est comme si vous étiez, comme si Ève était son pantin, son jouet. Et ce qui m'a étonnée, c'est que pourtant, Éric lui raconte qu'il a un enfant, un fils de 4 ans, mais lui non plus ne dévoile rien de sa vie privée. Pourquoi fait-il ça ? Pourquoi Ève non plus ne se dit pas, mais qu'est-ce qu'il cache ? Qu'est-ce qu'il cache ? Des fois, on se voile malheureusement la face et on n'a pas forcément envie de savoir ce que l'homme avec qui on est cache. Oui. Donc elle ne pose pas forcément de questions, elle attend, elle se dit qu'un jour il va bien l'amener chez lui, ce qu'il fait d'ailleurs. Oui. Il le fait, il l'emmène chez lui. Et d'ailleurs, elle découvre une crème anti-vergéture, elle dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pour les femmes. Ça, typiquement, quand même, c'est pour les femmes, on s'y connaître un petit peu, on dit c'est un peu étrange, tout qu'il n'en a pas forcément besoin. Oui.
Donc il dit que c'est pour sa cousine. Oui. Et dans son appartement, ce qui est extrêmement... c'est qu'il a un appartement qui est aseptisé. Voilà. C'est comme si personne n'habitait dans cet appartement-là. Il n'y a pas de trace de vie forcément extérieure. Même dans la chambre de son fils, c'est comme un appartement de témoin. C'est ça qui est extrêmement troublant aussi dans finalement cette découverte de ce qui peut faire son intimité. Oui. C'est qu'il n'y en a pas. C'est aseptisé aussi à ce niveau-là. Oui. Donc il laisse aucune trace, voilà, pour que vous ne puissiez pas, peut-être avoir une petite pointe, je sais pas, qu'il ait une pointe de faiblesse, peut-être une faille quelque part pour que vous puissiez l'atteindre. Ah mais c'est typiquement ce qu'ils font, oui, bien sûr. Ce qu'il fait, lui, c'est d'être complètement lisse et quand vous le rencontrez, il est charmant, etc. Donc quand vous commencez à craquer ce masque-là, oui, il y a une réaction derrière, Oui. forcément. Alors Eric devient de plus en plus violent, jaloux, agressif, il réalise des fantasmes sexuels de plus en plus bizarres, sans le consentement bien sûr d'Ève. Ève est toujours paralysée, elle a peur, elle n'agit pas, elle subit, elle reste avec son bourreau. Alors, est-ce qu'on peut parler, parce qu'aujourd'hui c'est devenu très à la mode, ce portrait d'homme, souvent on dit que ce sont des pervers narcissiques. Est-ce que c'est Eric, un pervers narcissique? Alors c'est entre les deux. J'avais regardé, parce que c'est un terme que je n'utilise pas dans le livre, justement parce que je ne suis pas spécialiste et que je n'arrivais pas à retrouver le portrait d'Éric dans une catégorie bien définie. Il a un côté pervers narcissique, bien sûr, ça c'est certain. Mais dans sa manière de faire, il a un côté psychopathe. Parce qu'il anticipe, parce que vraiment c'est très très réfléchi ce qu'il fait. Donc on a une personne avec deux pathologies, on va dire, très très compliquées à gérer pour la personne qui est en face et très destructrice aussi. Oui. Un jour, elle se réveille, elle constate, donc on sent qu'à un moment, elle voit que Eric perd pied quand même. Là, on sent qu'elle dit non, mais attends, mais non, tu étais une femme qui aimait sortir, qui aimait les rencontres, et là, là, tu t'enfermes. Donc, il y a eu ce petit sursaut, mais c'est justement, c'était page 95, il y a ce petit sursaut qui est très très léger, et ça m'a touchée parce qu'elle dit... Elle lui a promis, Eric, les voyages aux Bahamas. Et elle dit, elle l'attend. Son être est empli de souffrance et de vide. La solitude lui pèse. Elle manque de tout. D'amour, de tendresse, de douceur, de joie, de rire, de vie. Petit à petit, elle s'éteint. C'est ça. C'est ça. Ce sont des vampires, en fait. C'est vraiment des vampires. Ils vous aspirent. Ils se nourrissent quelque part de votre force, de votre joie de vivre, parce que j'ai toujours été, malgré tout ce qui s'est passé dans ma vie, Ève avait été quelqu'un de très, très, très vivante. Rire, voilà, rencontrer les gens. Et lui va se nourrir de tout ça. Il va le prendre. Et il en a de plus en plus besoin. Donc vous vous sentez complètement vide à l'intérieur, en plus d'être complètement détruite psychologiquement. Il a même les clés de chez Ève. Il débarque quand il veut, pour surprendre, parce qu'il s'imagine certainement que Ève a un petit ami, mais en tout cas, voilà, il est vraiment, il fait ce qu'il veut de sa proie. Il fait, oui, complètement. Alors, il a complètement isolé, donc elle n'a plus de relations sociales extérieures. Il lui reste encore, heureusement, l'Institut d'études judiciaires où elle essaye tant bien que mal de faire son année. Mais sinon, elle n'a plus personne autour d'elle. Et lui a trouvé la clé, parce que ce n'est pas juste une image, il a trouvé la clé, c'est de pouvoir venir quand il veut. Et il a un côté très jaloux. Oui. Pareillement, il vient voir s'il n'y a personne, si elle est là, et quand elle n'est pas là, il est furieux. Oui. Donc elle devrait rester enfermée. Elle est séquestrée psychologiquement et physiquement, tout simplement. Alors, on devine bien que le titre de votre livre prend tout son sens, une poule sur un mur, puisque vous expliquez que c'est grâce à cette comptine, Ève, c'est Julie d'Énesse, et c'est grâce à cette comptine, en fin de compte, que vous vous raccrochez. Parce que j'invite vraiment les téléspectateurs à retenir un moment le rôle important de cette comptine, parce qu'on sent qu'il y a la limite du basculement de la folie, ou alors cette folie pour vous protéger, mais aussi cette folie meurtrière que vous pouvez avoir pour tuer votre bourreau. Complètement. On est à la limite. C'est-à-dire que là, on ne peut plus. La souffrance est trop importante.
moi, je sens que je suis complètement détruite à l'intérieur. C'est trop. Déjà que je disais, ça y est, c'est beaucoup. Mais là, on va dépasser les limites. Alors, c'est moi ou lui. Et pour ne plus l'entendre, finalement ne plus être là et me dire que c'est pas moi et que ça n'arrive pas, ce qui est en train de se passer, j'ai cette musique qui se met en place dans ma tête, à répétition. Je sais pas pourquoi cette musique, ça ne m'évoque rien de personnel. C'est l'enfance, c'est l'insouciance, c'est peut-être ça, quelque chose où on va se réfugier aussi, le rêve, tout ce qu'on a quand on est enfant, qu'on a envie de réaliser, etc. Donc peut-être que ça vient de là, j'ai pas d'explication, malheureusement. Et elle est en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, pendant des heures, parce que ça dure des heures, le fameux soir où ça se met en place. Oui, oui, parce que surtout, j'invite les spectateurs à découvrir, mais je dis quand même un petit peu, c'est qu'il vous menace avec un couteau. Et c'est un couteau entre les parties génitales, mais j'imagine... là, c'est... Je sais pas, on sent la mort arriver. On sent la mort. Oui, effectivement, moi, je la sens... Enfin, quand je l'ai réécrite en disant que c'est Ève, je la voyais. Donc je me dis, effectivement, là, on est à un point... Oh mon Dieu, mais comment est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un en disant qu'on l'aime derrière? Et comment est-ce que moi, j'ai réussi à rester stoïque? On dit, pourquoi crier? Mon père a dit quelque chose un jour qui m'a beaucoup marqué. Il était gendarme et il m'a dit, une femme, quand elle se fait agresser, il vaut mieux qu'elle crie au feu. Voilà, ça veut tout dire. Oui. Parce qu'il y a très peu de gens qui... J'ai crié pendant cette période-là. Personne n'est venu, j'étais au fond du couloir, etc. Oui. Et ce soir-là, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais crié, si je m'étais défendue? Je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Oui. Voilà, quand vous avez quelqu'un avec un couteau qui est capable de ce niveau de perversité, moi je suis plutôt pour cette dissociation-là, c'est-à-dire que pour éviter de basculer moi aussi, finalement de quitter quasiment le moment présent en tout cas. Oui. Est-ce que ce livre, avec du recul, Julie Dénès, parce que vous dites, il y a 14 ans, je suis morte, est-ce que, grâce à ce livre, vous avez pu, en fin de compte, lorsque vous avez couché ces mots, est-ce que vous avez pu vous reconstruire petit à petit? Est-ce que même écrire, ça a été douloureux? Ou alors ça a été un bien fou? Les deux, en fait. Ça fait du bien parce qu'on dit qu'on l'a finalement gravé dans le marbre. On l'a sorti complètement. Ça y est, c'est fait. Quasiment tout le monde l'a découvert en même temps, hein, quand le livre est sorti, que ce soit ma famille, les amis, etc. Donc ça a été un grand choc, forcément, puisque moi, je n'ai jamais rien dit. J'ai continué ma petite vie tranquillement. Donc c'est une manière, oui, de l'extraire complètement, de revoir et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, même si depuis, j'avais des éléments, et de dire... vous qui lisez, voilà, vous avez sûrement des personnes qui sont dans cet état-là autour de vous. Ouvrez les yeux. Ou vous qui êtes dans cette relation-là, ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez pas à avoir peur ni honte. Vous n'êtes pas coupable et il faut partir. On ne peut pas jouer aux infirmières et on ne peut pas rester. Donc c'est aussi cette manière de délivrer un message, de dire voilà, j'ai pas pu porter plainte, il y a prescription contre cet homme-là. Mais je peux agir encore d'une certaine manière, en délivrant le message et finalement en le faisant partager au plus grand nombre, via ce livre. Merci beaucoup Julie Dénès pour cette première partie d'émission. J'espère en tout cas que le téléspectateur aidera son prochain, je sais pas, en tout cas sauvera une femme voilà, dans une détresse conjugale. Enfin voilà, en tout cas merci beaucoup pour Une poule sur un mur. Nous allons passer tout de suite à Carte sur table. Alors Julie Dénès, vous êtes écrivaine, bien sûr, mais vous êtes aussi juriste, comme je l'ai dit au début de l'émission. Alors, vous êtes juriste engagée dans la défense des droits humains, spécialement ceux des femmes. Expliquez-moi comment ça se met en route, voilà, pour défendre les droits des femmes spécialement. Je l'ai toujours fait. Moi, c'est quelque chose que j'ai en moi. Alors, ce qui fait aussi que j'ai beaucoup d'empathie. Donc, depuis petite, il y a des choses qui m'insupportent. Donc, j'essaye d'agir. À mon niveau, c'est pas aller faire des colloques, aller faire des esclandres. Non, c'est au jour le jour, qu'est-ce que je peux faire autour de moi. J'ai créé une association qui s'appelle les Berceaux de la francophonie, notamment, qui participe
Parce que les droits humains, c'est déjà savoir accueillir l'autre, pouvoir lui demander si ça va. Et l'accompagner. Aujourd'hui, on accompagne les étudiants qui viennent en France. Et rien qu'un ça va, c'est leur rendre finalement une visibilité et les reconnaître en tant qu'être humain. Et ensuite, on lui dit, de quoi as-tu besoin? Comment est-ce qu'on peut t'aider? Voilà, donc ça, c'est un gros travail qu'on fait depuis presque 3 ans avec nos équipes en région parisienne, dans le Grand Est, etc., avec 2 petites filiales qu'on a au Sénégal et en Côte d'Ivoire, puisqu'on se développe aussi là-bas, qui tournent autour de la langue, autour de ses valeurs, autour de cette envie de construire ensemble. Voilà, on est à un moment où on a besoin aussi que la francophonie, ce soit et ses valeurs, mais aussi de l'économie. On a besoin d'offrir quelque chose à ces jeunes. Donc voilà ce qu'on fait, nous, et ce que j'ai créé il y a 3 ans aujourd'hui, et que je vais remettre aux équipes. Ce n'est pas quelque chose pour moi que je vais garder ad vitam aeternam, mais c'est ce que j'ai fait, en tout cas pour améliorer ces conditions de vie. J'ai aussi été juriste pour des associations, notamment des associations de femmes. Et à l'époque, je n'avais rien dit, évidemment, de mon histoire. Oui. C'est là où j'ai découvert pas mal de choses sur le fameux cycle de la violence. J'ai réussi à comprendre et à écouter. Et je le dis à un moment, quand j'entendais leurs histoires, je me disais que finalement, moi, je m'en sortais bien et c'était pas si grave, quoi. C'était tellement terrible. Et ce que je reçois depuis la sortie du livre est encore plus une détresse vraiment épouvantable. Et rien que de leur répondre, ça y participe, de dire « vous n'êtes pas toute seule » parce qu'on se sent extrêmement seul. Et rien de répondre à ces femmes et aussi de leur indiquer les possibilités de parler et de trouver une solution. Parce que c'est pas le tout de parler, mais derrière, on fait quoi? On les accompagne comment? C'est pas le tout de porter plainte, derrière, on fait quoi? On les accompagne comment? Vous êtes complètement détruite. Donc c'est avoir cette réflexion-là, celle que j'ai actuellement, de faire un focus sur ce qui existe, quels sont les acteurs et où est-ce qu'il est le grain de sable qui fait qu'à un moment, ça ne fonctionne pas. Parce que quand j'ai porté plainte la première fois, ça n'a pas fonctionné. Oui. Voilà. Ça n'a pas fonctionné. On m'a fait passer, moi, non pas pour une victime, mais pour la coupable. Et aujourd'hui, ça se fait encore. Il y a des avancées. Il ne faut pas les nier, mais on n'y est pas encore. Donc c'est le travail que je fais actuellement. Et j'ai aussi cofondé une association qui s'appelle Diplo 21. Et qui, elle, tourne encore plus globalement autour de tout ce qui est diplomatique et évidemment des droits humains. Donc je continue à porter cette pierre-là et je le ferai aussi bien en bas de chez moi qu'à d'autres niveaux. C'est quelque chose qui est ancré et je crois que ne pas me sentir utile, ne pas aider, c'est juste impossible. On peut tous le faire à un niveau ou à un autre. Donc moi, je le sais, j'essaye de le faire au mieux en tout cas. Ouais. Merci beaucoup, Julie Dénès, pour cette présentation de votre métier juriste, surtout engagé auprès des autres. Nous allons passer tout de suite au coup de cœur. Le coup de cœur, c'est une écrivaine que vous avez choisie. Vous pouvez nous la présenter ? Oui, Leila Slimani, que j'ai découvert, parce qu'en fait, tous les ans, ma sœur m'offre le prix Goncourt à mon anniversaire. Donc, j'ai eu droit à Chanson douce. Oui. Donc, je ne connaissais pas du tout l'auteur. Alors, maintenant, on la découvre avec ce prix. Oui. Elle va s'occuper de francophonie en plus auprès du président Macron. Donc, c'est une très bonne chose. J'ai ouvert le livre et je vais vous dire la vérité. Au bout des premières pages, je l'ai fermé et je l'ai posé. J'ai dit, ça ne va pas être possible. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce livre ? Je ne m'y attendais pas. C'est vraiment, on me l'avait offert comme ça. J'ai dit, je vais commencer. Et moi, dès que ça touche à tout ce qui est enfant, c'est très compliqué quand on est maman. Ensuite, d'aller lire des choses qui vont vous prendre aux tripes. Et je me suis dit, je vais me faire violence, je vais le lire. Et effectivement, le livre est très, très fort, très bien écrit. Enfin, voilà, j'ai découvert une auteure qui a encore sorti un livre que je n'ai pas encore lu, qui en plus a cet engagement fort-là. Donc, quelque part, c'est des auteurs que je vais suivre parce qu'il n'y a pas que l'écrit. Derrière, on se sert de l'écrit pour faire avancer d'autres choses. Et on le voit qu'aujourd'hui, elle a été choisie par le président Macron. Et j'espère que via tous ces combats, ça va permettre de faire avancer en tout cas certains dossiers, certaines choses. Alors justement, la francophonie, ça englobe énormément de pays. Alors, vous parliez justement que vous défendiez, par exemple, en Côte d'Ivoire, mais quel lien y a-t-il entre ces femmes, par exemple, françaises et ces femmes ivoiriennes? Est-ce qu'il y a dans ces violences, en fin de compte, puisque vous traitiez ce genre de dossier?
Entre alors les violences, c'est très compliqué. Si vous faites des focus, on n'a pas les mêmes droits. Oui. Voilà. Par rapport au pays où vous êtes. Et ce n'est pas une question d'Afrique d'ailleurs. Vous pouvez très bien être dans un pays de l'Est où vous n'aurez pas, ou d'Irlande, où vous n'aurez pas le droit à l'avortement, etc. Donc ce n'est pas spécifique à l'Afrique. Nous, les jeunes femmes qu'on accompagne ici, ce sont des étudiantes qui viennent d'un peu partout, d'Algérie, même de Roumanie, etc. Et qui vont avoir une histoire aussi qu'on va essayer de démêler, des fois très dure, donc avec une force aussi à nous dire voilà mon histoire, mais je veux avancer, je veux poursuivre mes études et je veux devenir quelqu'un. Savoir si je rentre ou pas, nous, c'est pas notre problème, entre guillemets. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un transfert de compétences à minima. On ne peut pas faire rentrer quelqu'un dans une dictature, par exemple. On ne peut pas l'obliger à rentrer dans une dictature. On ne peut pas l'obliger à rentrer dans une famille où elle a été frappée, où on attend pour la marier avec un oncle de 50 ans. Voilà. Nous, on n'est pas là pour les obliger à faire des choses. Par contre, on est là pour leur permettre de réussir et de choisir leur chemin. On ne choisit pas pour elles. C'est bien l'idée de l'association, c'est vraiment ça. C'est vraiment de les guider, de les accompagner, mais la décision leur appartient. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Julie Dénès. Alors, je rappelle le titre de votre livre, un récit autobiographique. Même si le portrait principal c'est Ève, une poule sur un mur, voilà, aux éditions Michalon. Merci beaucoup de l'avoir présenté. Merci. Merci. Et puis quant à vous, mes chers complices, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent. Merci de votre fidélité si précieuse. Au revoir et à bientôt.